Alors effectivement, ce matin, nous avons parlé beaucoup du boire. Je vais vous parler un petit peu du manger. C'est important de manger. D'ailleurs, ceux qui n'ont fait que boire à midi ne sont pas dans leur état physiologique optimal. C'est bien la preuve. Les données que je vais vous présenter sont effectivement des données assez originales, puisque peu de données de ce type sont dans la nature aujourd'hui, et pourtant elles sont très intéressantes. Elles ont été acquises à travers la société SRDV, qui est une des filiales du laboratoire du Bernet, avec d'autres partenaires. L'idée sous-jacente est de travailler sur un concept qu'on a appelé l'agroœnologie, c'est-à-dire de mieux comprendre ce qui se passe à la vigne, de remonter en amont pour intervenir de façon plus efficace et plus globale au niveau œnologique. La viticulture et l'œnologie ne font qu'un. On a parfois eu tendance à l'oublier. Les analyses qui sont réalisées sont sur tous les paramètres que l'on peut aujourd'hui classiquement avoir sur des pétioles de vigne. Il faut imaginer les pétioles comme vraiment le couloir de métro minéral à l'intérieur de la vigne, c'est-à-dire qu'on voit mesurer en temps réel les flux que nous avons dans la vigne. Ce qui est nouveau par rapport à l'analyse pétiolaire traditionnelle, c'est que nous analysons ces pétioles non pas uniquement à véraison pour faire un point annuel et ensuite régler la fertilisation annuelle, mais au contraire, il s'agit vraiment de suivre une dynamique à partir de tous les stades phénologiques, en commençant par boutons floraux séparés, jusqu'au stade après vendange, puisque la période qui suit la récolte est une période essentielle, nous allons le revoir. Nous sommes aujourd'hui à la tête de données qui s'étalent de 2011 à 2017, avec les toutes dernières données qui sont sur les sarments de l'hiver que nous sommes en train de vivre, avec d'une part des données qui sont issues de parcelles de référence. Nous avons créé un réseau de parcelles, toujours les mêmes, une quinzaine de parcelles, que nous allons consciencieusement récolter en termes de pétioles chaque année et à tous les stades pour avoir un suivi sur des références parfaitement stables. Mais nous avons également toutes les données qui ont été analysées dans le cadre du suivi classique, et ces données ont été croisées. Je vous le dis tout de suite, ces données donnent les mêmes types de résultats, et voici donc ces résultats. Le premier type, c'est effectivement l'azote, qui constitue un des éléments importants. Alain Razin nous a rappelé ce matin l'importance en termes qualitatifs sur les vins. Et nous observons une tendance à la baisse avec les deux derniers millésimes, évidemment 2016 et 2017, particulièrement faibles. On relève malgré tout 2015, qui a été un millésime relativement bien pourvu, et on se souvient d'ailleurs de la qualité du printemps de 2015, avec beaucoup d'eau et beaucoup de chaleur, qui avait permis à la vigne de se développer très vite. Et effectivement, l'azote a besoin d'eau et de chaleur pour pouvoir passer dans la vigne au printemps, parce que cette eau et cette chaleur vont permettre au sol d'être vivant, d'être actif, et à la matière organique de se minéraliser, et ainsi d'alimenter la vigne. Et ensuite, de pouvoir permettre évidemment la croissance et l'assimilation des autres éléments. Donc l'azote est peut-être la mère de tous les éléments en termes de succession, d'assimilation et de nutrition de la vigne. Le phosphore suit également une logique de minéralisation, mais là aussi nous voyons des niveaux très très faibles. Entre 2011, cette fois qui apparaît, qui était le dernier grand millésime de référence pour les œnologues et les vignerons en termes de qualité, même si 2015 est aussi assez bon, et ce n'est pas un hasard, si d'ailleurs ce sont les deux millésimes sur lesquels nous avons les teneurs les plus importantes. Mais relevé 2016 et 2017, nous sommes à plus de 2 fois moins de phosphore en moyenne dans notre vignoble, au stade floraison, mais à tous les stades, que ce que nous connaissions en 2011. C'est considérable. Le calcium, qui intervient de façon essentielle pour la structure des tissus végétaux, là aussi nous connaissons une descente aux enfers avec des teneurs
qui sont ridiculement faibles par rapport à ce que nous connaissions. Et depuis 2012, les niveaux sont très bas. Vous voyez même qu'un millésime 2015, avec la qualité d'assimilation qu'il y a eu, n'a pas réussi à remonter la pente. Et 2016 et 2017 sont évidemment très faibles. Je n'ai pas le temps de développer toutes les conséquences directes sur le calcium en particulier, mais elles sont, vous l'imaginez, très nombreuses en termes de structure du raisin, en termes éventuellement même en termes d'acidité, en termes de résistance aux bioagresseurs, etc. Le potassium, dont on a parlé, l'importance également ce matin, et qui est le premier élément physiologique en termes de mobilité dans la plante et dans la vigne. Nous étions à plus de 350 mg pour 100 pétioles en 2011. Nous dépassons péniblement les 150 mg en 2016 et 2017. C'est évidemment édifiant. Le fer, et je finirai par celui-là, même si on pourrait développer sur tous les autres paramètres, le fer lui aussi se retrouve à des niveaux extrêmement faibles, plus de 2 fois plus faibles que ce que nous connaissions en 2011. Et quand on sait l'importance en termes de photosynthèse pour le fer, il faut s'en préoccuper. C'est probablement un des éléments aujourd'hui qui joue beaucoup sur notamment les rendements. Quelques essais ont été faits, ils méritent évidemment d'être multipliés, mais des apports en fer très précoces et bien suivis sur la vigne, et notamment en foliaire, sur certaines parcelles, ont permis cette année d'avoir des rendements bien meilleurs que le témoin qui avait été non traité à côté. Je vous engage tous à regarder de très très près les niveaux de fer qui sont particulièrement bas dans notre région. Et ces niveaux sont évidemment très bas pour notre région. Et si on compare avec d'autres régions, notamment plus septentrionales, nous sommes particulièrement bas également par rapport aux autres vignobles français. L'origine du problème est évidemment climatique. Rapidement, vous avez ici les données locales, nous sommes à Ferals. En termes de pluviométrie, 70% des moyennes mensuelles sur les années de 2011 à aujourd'hui sont inférieures au normal. Ça ne veut pas dire que les cumuls annuels sont plus faibles, mais les intensités des précipitations sont plus importantes, mais plus rares. Évidemment, les sols, dans ces circonstances, n'ont plus le temps et n'ont plus la capacité à faire la jonction entre 2 épisodes de pluie, et cela pose des problèmes dramatiques. Pour les températures, 76% sont au-dessus des normales. Les normales sont les moyennes des 30 dernières années. Donc ces événements sont quand même des événements subis, récents, à l'échelle d'une génération, voire moins. Autre problématique, c'est effectivement ces printemps qui ont été défavorables. Si on regarde 2012, 2013, 2014, 2015 a été favorable, 2016 et 2017, on a à chaque fois eu des printemps plutôt froids, paradoxalement, par rapport aux données climatiques, ou plutôt secs, voire très secs. Dans ces conditions, les sols ne peuvent pas fonctionner. Et le fonctionnement des sols au printemps et au débourrement est la clé pour le développement du végétal et de la vigne. Et cette clé est essentielle parce qu'en région méditerranéenne, les sols vont fonctionner du printemps et vont s'arrêter, et en particulier sur la partie superficielle qui contient l'humus, vont s'arrêter de fonctionner dès les sécheresses d'été. C'est-à-dire que la fenêtre de fonctionnement de nos sols méditerranéens est extrêmement courte, et si elle ne fonctionne pas, et si on ne prend pas le train comme il faut à ce moment-là, on passe à côté du millésime. Les grands millésimes se préparent au printemps. Trop souvent, nous avons subi ces millésimes avec ces vignobles verdâtres. La photo ne le rend pas très bien, mais verdâtres, voire jaunâtres. Et on se dit, mais finalement, au mois de juillet, ça reviendra. Non, si c'est comme ça, nous devons nous inquiéter parce que nous passons effectivement à côté de choses très importantes. Les conséquences sont évidemment multiples et on ne les mesure peut-être pas toutes encore. Le premier, c'est évidemment une baisse de productivité. On en a parlé ce matin, Jacques Rousseau en a parlé. Taille des baies, évidemment, le calcium, il va jouer beaucoup. Second point, c'est la baisse de qualité. À un moment donné, une baisse de fertilisation, dans l'histoire de notre vignoble, a amené une augmentation de la qualité quand nous étions un vignoble de vin de table et que nous sommes passés à une vignoble d'appellation. Mais trop, c'est trop.
à un moment donné, la vigne a besoin d'éléments. Et les éléments que Alain Razin nous a présentés ce matin étaient, de mon point de vue, passionnants parce qu'ils permettaient effectivement de démontrer de façon très claire que si nous avons des vignobles trop peu nourris, la qualité décroche. Le mythe du petit cep qui donne des petites grappes et qui produit un grand vin, ce n'est qu'un mythe. Nous avons également des évolutions sur la composition des mous et des vins. On l'a vu ce matin avec les évolutions des TAV, des acidités, des pH. Et d'ailleurs, on voit même que les pH, alors que les acidités totales baissent, les pH ne montent plus, faute de potassium. À la limite, c'est presque un effet secondaire plutôt positif. Et une question que je me pose avec un certain nombre de gens, c'est effectivement la sensibilité au gel. En 2017, nous avons connu un épisode dramatique de gel, difficile à comprendre. Mais imaginez, si votre sève est 2 fois moins riche en éléments minéraux, elle risque de geler beaucoup plus facilement. L'eau salée gèle moins vite que l'eau douce. Et donc, je dirais, une dimension minérale plus faible sur un vignoble est de nature théorique, très difficile à prouver expérimentalement, à provoquer des sensibilités au gel supérieures. Alors assistons-nous à un phénomène chronique ou épisodique? Bien écoutez, je crains que nous allions vers un système chronique si nous ne réagissons pas de façon forte en changeant lourdement nos façons de faire. Chronique, d'abord la vigne est une plante pérenne et beaucoup des éléments que je vous ai cités, je pense en particulier au calcium, sont des éléments à effet mémoire qui, d'une année à l'autre, vont retrouver des corrélations. L'autre élément qui m'amène à vous dire que c'est probablement un épisode chronique, c'est que voici ici les résultats sur les réserves des bois d'hiver. Et vous avez en jaune, tout à droite, les données qui viennent à peine de tomber, hein, vous êtes les premiers à les voir, sur les teneurs des réserves dans nos sarments sur l'hiver 2017-2018. Et vous pouvez observer que les teneurs en sucre totaux sont les plus faibles que nous ayons connues sur la période récente. Ces teneurs sont souvent bien corrélées au niveau de stress hydrique qu'il y a après la récolte et avant la chute des feuilles, une période essentielle de mise en réserve. On a tous, évidemment, et on l'a déjà dit ce matin, connu une période particulièrement mauvaise avec des stress hydriques très forts après la récolte. Arroser le vignoble à ce moment-là n'est peut-être pas une mauvaise idée. Si je prends les autres éléments, c'est là aussi toujours à la baisse, avec des niveaux très faibles. Je vais vous parler du fer. Voici ce qu'il en est dans les sarments. Il y a une corrélation très forte entre ce que nous trouvons dans les sarments et ce que nous allons trouver dans les pétioles au printemps, après le débourrement. Désolé de faire des mauvaises prévisions, mais effectivement, on peut s'attendre à un démarrage poussif du vignoble dans ces conditions-là, sauf si nous avions beaucoup d'eau et beaucoup de chaleur à partir du débourrement. Alors, comment s'adapter? On en a beaucoup parlé, mais je voudrais insister sur un point, c'est qu'effectivement, il y a un lien complet entre l'eau et la nutrition. Hein. Si vous ne faites que manger sans boire, vous n'y arrivez pas, et si vous faites que boire sans manger, ça ne marche pas bien non plus. Et nous envisageons, et ce matin nous avons essentiellement envisagé l'eau et le stress hydrique avec une vision de physiologiste de la vigne. Nous irriguons la vigne pour gommer les stress hydriques de la vigne. Nous passons, je crois, à côté de tout un autre domaine, qui est que le sol a besoin d'eau pour pouvoir nourrir la vigne. Et si aujourd'hui nous voyons des niveaux minéraux dans les vignes qui sont en train de dramatiquement s'affaisser, c'est avant tout que les sols ne fonctionnent pas. Et pour que ces sols fonctionnent, il faut la température, on a vu qu'on les avait. Mais il nous faut de l'eau. Si je développe cet aspect rapidement, ça veut dire aussi que les modalités d'irrigation doivent être repensées, pas seulement en pensant au stress hydrique de la vigne, mais doivent être repensées pour faire fonctionner les sols. Ça veut dire aussi que l'irrigation à toute petite goutte au pied de la vigne, d'un point de vue pédologique, ne veut rien dire. Et cela, il faut quand même peut-être le considérer.
Remettre l'irrigation avec une aspersion, comme la photo le montre, n'est peut-être pas une si mauvaise idée que cela. Et il est peut-être bon de prendre cet aspect-là en compte lorsque l'on va, parfois, je crois, trop rapidement, donner des règles d'irrigation qui ne sont que très partielles. 2 minutes aussi. J'ai pratiquement terminé. Alors, comment s'adapter? Nous devons évidemment favoriser la vie du sol au printemps et en automne. C'est les moments en région méditerranéenne où nos sols peuvent vivre. Et c'est à ces moments-là que nous devons fonctionner. Au besoin, il faut irriguer. Il faut favoriser évidemment la vie du sol par toute opération adéquate. Développer le taux de matière organique, ça a été dit. Attention aux équilibres carbone sur azote. Des grosses bêtises peuvent être faites sur ce sujet. Et amener de la précision sur ce que vous apportez au sol, avec des apports foliaires, si besoin. Il est entendu, la vigne se nourrit par les racines, mais certains apports foliaires peuvent être efficaces. L'eau et la nutrition vont de pair. En conclusion, je crois qu'effectivement, nous changeons de période et nous devons nous adapter, et nous sommes face à un enjeu historique de développement de notre économie. Nous parlions de l'irrigation ce matin. Personnellement, j'étais un peu effaré d'entendre que nous allions avoir 4000 hectares de plus irrigables dans les prochaines années. Sur un vignoble qui fait plus de 200 000 hectares, c'est 3 fois rien. Nous voyons aujourd'hui que ce n'est pas seulement la vigne qu'il faut arroser, mais ce sont les sols, nos terres, nos terroirs, nos AOC, pour qu'ils s'expriment et pour que la typicité des vins s'exprime. Et si nous n'envisageons pas la capacité de pouvoir arroser l'ensemble de notre vignoble, libre à chacun de le faire ou pas, mais nous laisserons aux générations futures une situation qui ne sera pas apte à être une génération, à être possible d'un point de vue économique. Nous devons innover, nous devons nous adapter, nous devons libérer les capacités d'action, attention aux réglementations, qui parfois produisent des poids réglementaires qui sont trop contre-productifs, y compris d'un point de vue environnemental. Nous devons évidemment développer le dialogue entre la profession et la recherche. Ayons des chercheurs pour notre filière, c'est important. Et nous avons besoin, et il ne faut pas l'oublier, de capitaux, de beaucoup de capitaux. Pour en faire peut-être un parallèle rapide, historique, notre région a réussi au XIXe siècle une mutation extraordinaire. En l'espace d'une génération, on est passé d'une polyculture méditerranéenne à une quasi-monoculture de la vigne. Ça s'est fait très rapidement. Ça a été permis grâce à des gens innovants, grâce à l'école de Montpellier, à de la recherche, et aussi grâce aux grands domaines agricoles qui avaient beaucoup d'argent et qui avaient beaucoup de capitaux et qui avaient été capables d'investir. Aurons-nous ces capitaux aujourd'hui? C'est la question, mais c'est une question clé. Je vous remercie.